Alexandre Ouizil, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Et nous allons commencer par l'actualité la plus immédiate et qui vous concerne de très près, puisque le vote sur les textes d'orientation, ce qu'on appelait autrefois les motions proposées aux adhérents du Parti socialiste, est en cours depuis 17h précisément, et c'est jusqu'à 22h. Tout à fait. Un texte d'orientation, c'est une sorte de mini-programme, puisque c'est limité en nombre de pages. Exactement. C'est une ligne pour le parti. Voilà. Il y en a 3 qui sont défendus par le premier secrétaire sortant du Parti socialiste, Olivier Faure, donc le deuxième par le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Robert Vallot, dont vous êtes... Boris Vallot. Pourquoi j'ai dit Robert ? Parce que vous aimez bien les Robert, peut-être, je ne sais pas. Boris, en tout cas. Boris Vallot, en effet, dont vous êtes le directeur de campagne. Et puis enfin, le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. C'est donc une étape décisive pour le congrès du Parti socialiste qui aura lieu du 13 au 15 juin à Nancy, dans l'est de la France. Étape décisive pour le Parti socialiste. Est-ce que vous croyez que c'est aussi très important pour la France ? Écoutez, en tout cas, on veut que le Parti socialiste joue un rôle dans le pays. Donc évidemment, on espère pouvoir faire un beau congrès, un congrès qui soit utile. Donc nous, avec Boris Vallot, qu'est-ce qu'on a proposé dans ce congrès ? Vous l'avez dit, je suis son directeur de campagne. On a proposé de dire qu'il fallait que les socialistes soient unis pour pouvoir travailler à l'avenir du pays, au municipal en 2026, au présidentiel puis les législatives en 2027, et qu'il y avait besoin qu'on ne revive pas ce qu'on a vécu il y a quelques années, il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, qui était le congrès de Marseille, qui était un congrès douloureux, qui a été honnêtement assez violent entre nous, et que, vu la situation du pays... Oui, où Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol revendiquaient tous les deux la victoire dans un premier temps. Exactement, donc vous imaginez, vous sortez d'un congrès où il y a 2 personnes qui revendiquent la victoire. Là, on se dit, en tout cas c'est ce qu'on a voulu porter avec Boris, qu'il y a de quoi travailler ensemble, qu'on est d'accord sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est de dire, il faut que les socialistes construisent un projet, il faut qu'ils proposent au pays quelque chose, et qu'il faut qu'ils le fassent dans une coalition qui va, pour le dire simplement, de Glucksmann à Ruffin, dans ce périmètre-là, pour trouver une manière d'aller ensemble vers l'élection présidentielle, se qualifier au 2e tour et gagner. Alors le vote se fait avec un bulletin physique que l'on glisse dans une urne physique. À l'ancienne, on va dire, c'est voilà, ça. Voilà. C'est ça, à l'ancienne, c'est un peu vintage. On vote aussi dans le pays avec des bulletins physiques. Bien entendu, mais précisément, pourquoi n'êtes-vous pas passé au vote numérique ? Est-ce que ça n'éviterait pas les risques les accusations réciproques de tripatouillage qui pourraient se reproduire une nouvelle fois là ? Écoutez, nous y sommes favorables. Et d'ailleurs, c'était dans le projet de la majorité sortante. Ça n'a pas été mis en place. Je le regrette, nous le regrettons. Nous espérons, et je crois que maintenant c'est dans les 3 textes d'orientation que vous avez cités tout à l'heure, il faut qu'on le fasse vite, parce qu'en effet, ça évite les débats picrocolins et puis surtout infinissables entre nous sur qu'est-ce qui s'est passé, ce qui s'est passé à Marseille d'ailleurs. Et puis en effet, il faut que les votes soient, et je l'espère qu'ils le seront ce soir, je n'ai pas de doute là-dessus, qu'ils soient clairs, qu'il n'y ait pas de sujet. Et c'est évidemment la garantie supplémentaire, le vote électronique. Donc il faut y aller. En effet, ça n'a pas de sens aujourd'hui de ne pas y aller. Par ailleurs, le vote électronique, ça permet d'avoir un peu de réactivité, de convoquer régulièrement les militants en leur posant une question, en disant le vote est ouvert pour 3 jours, et puis donc de faciliter aussi la démocratie interne. On est quand même, je le note au passage, le parti qui a une démocratie interne quand même très vivante. Vous imaginez, là ça fait des mois qu'on est dans les sections, qu'on défend notre texte, qu'on défend nos orientations. Donc il y a cette dimension très forte d'un parti très démocratique, le Parti socialiste. Vous avez parlé de la volonté d'unir de Boris Vallot. Est-ce que ça fait une ligne politique ? Alors, ça fait pas une ligne politique. Ce qui fait une ligne politique, c'est ce que nous avons dit, c'est-à-dire qu'on pense qu'au sein des socialistes, il y a parfois des fausses oppositions qui sont liées à des questions de personnes, etc. Ce qui nous unit, c'est de dire cette ligne de Glucksmann à Ruffin, on pense que 80% des socialistes sont d'accord avec ça. Et ce qu'on a essayé de faire dans ce congrès, c'est qu'on a mis en place des outils, des objets pour parler aux Français. On a créé un journal, le Nouveau Populaire, qui sera aussi un média en ligne. On a créé aussi si vous voulez, une institut de formation qui s'appelle l'Académie Léon Blum. On a fait la première promo. Donc 35 personnes issues de la société qui sont venues se former. Bref, on a essayé de faire ce que vous savez, les communistes appelaient le déjà là communiste. Mais ça, c'est une boîte à outils. Mais c'est pas une boîte à outils, c'est essentiel. Quand vous voulez transmettre des idées dans la société, vous avez besoin de moyens de relais, des moyens techniques et d'outils. Donc, toutefois, on peine un peu à trouver des vraies différences, des différences fondamentales entre les 3 candidats sur les grands sujets de société ou sur, par exemple, la politique internationale qui, évidemment, aujourd'hui occupe une place considérable dans le débat public.
Ce qui en fait a assez largement alimenté vos débats internes, c'est la question des rapports avec la France insoumise. Pour Boris Vallaud, est-ce que des alliances électorales avec LFI sont encore possibles ? Écoutez, moi j'ai l'impression que ça c'est la question du Congrès de la dernière fois que vous me posez. Je comprends que vous me la reposiez. Oui, parce qu'elle a été encore au cœur de cette campagne. Mais si je regarde les 3 textes, et que je suis honnête, je dois dire que si je regarde le texte d'Olivier Faure, de Nicolas Meyer-Rossignol ou de Boris Vallaud, personne ne dit aujourd'hui qu'il est pour, dans le cadre de cette élection présidentielle, une coalition avec la France Insoumise. Tout le monde a compris que Jean-Luc Mélenchon serait candidat et qu'il serait candidat de son côté et qu'il fallait bâtir l'alternative à ça. Donc, au sein du Parti socialiste, sur ce sujet, il faut quand même le dire aux Français qui nous écoutent, parce que vous avez raison, c'est un sujet de querelle qui revient très souvent. Dans les trois textes, il y a la même chose sur Jean-Luc Mélenchon. Mais juste, pardon, vous disiez... Au-delà des textes, est-ce que Nicolas Meyer-Rossignol n'est pas plus clair que les deux autres sur le sujet ? Je crois pas. Moi, je l'ai reçu sur RFI. Oui. Il a dit très clairement, ça n'est plus possible. Un accord avec LFI n'est plus possible. Notamment depuis le 7 octobre. Voilà. Et par exemple, si je prends l'une de ses déclarations, il dit « Je rejette toute alliance avec quiconque exalte le populisme, alimente la haine antisémite, raciste, sexiste ou homophobe ». Vous vous retrouvez dans ces exigences-là ? Là, il ne dit pas LFI. Vous êtes en train de dire « Je rejette toute alliance avec ». Non, mais moi, vous reconnaissez qui dans... Je ne sais pas. Alors, pour vous, ça dit qui ? Ça, c'est à lui qu'il faut poser la question. Moi, je peux parler de là où on est. Ce qu'on dit, c'est que les choses, en effet, elles sont assez claires. On a aujourd'hui des désaccords avec la France Insoumise qui font que nous proposons de construire l'alternative au mélenchonisme. Vous avez des désaccords ou des incompatibilités ? On a des désaccords très profonds. On a des accords qui font que, qu'est-ce que vous appelez incompatibilité ? Si l'idée c'est, est-ce qu'on va refaire un accord en commun ? Est-ce qu'il y aura une candidature commune à la présidentielle ? Je vous réponds non. La réponse, elle est non. Donc ça veut dire qu'il y a une incompatibilité. Au municipal, vous verrez comment les choses se passeront. Mais ça, pour le coup, vous savez, on est dans un parti où aussi les élus locaux font les combinaisons qui les satisfont. Le Parti socialiste a perdu 81% de ses adhérents depuis le début des années 80. Alors ça fait certes une quarantaine d'années, un peu plus même, mais 81%, c'est-à-dire au fond 8 sur 10. Quand on le dit comme ça, c'est plus frappant. Ils étaient 215 000 en 1981. Ils sont 40 000 aujourd'hui, les 40 000 qui vont voter. Enfin, si tous votent d'ailleurs. Les scores aux élections présidentielles se sont effondrés avec le dernier, 1,75% pour Anne Hidalgo. Qu'est-ce qui a fait partir tous ces adhérents du Parti socialiste ? Écoutez, il y a eu un moment d'effondrement particulier qui est la sortie du quinquennat de François Hollande. Parce que si vous regardez sur longue période, il y a une rupture à ce moment-là. Il y a quelque chose qui... Ça avait déjà beaucoup baissé. Ça avait déjà un peu baissé, mais pas dans les mêmes proportions. Vraiment, regardez bien les courbes, vous verrez. Il y a une cassure qui se fait à ce moment-là. Il faut que nous, on l'a analysé. Comme en effet, à un moment, le sentiment que la gauche n'avait pas suffisamment essayé, qu'elle n'avait pas eu suffisamment de conquêtes qui lui permettaient de faire en sorte que les classes populaires et moyennes, qui sont le cœur de l'électorat de la gauche et de la gauche socialiste, se reconnaissent en nous. Vous disiez tout à l'heure, et en effet, c'est un sujet d'inquiétude permanent. À l'époque de François Mitterrand est devant le Parti communiste, premier chez les ouvriers. Chez Anne Hidalgo, on est sur un vote résiduel qui correspond à même moins de 1%. Voilà, donc là, on a un sujet évidemment de traitement et on se pose la question. Et c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, on n'a pas mis d'idée dans cette campagne. Moi, je vous dis que ça, c'est pas tout à fait vrai. Non, je vous ai pas dit ça. Je vous ai demandé peut-être de préciser des choses. Bien sûr. Mais je ne vous ai pas dit que vous n'aviez pas mis d'idée. D'accord. Alors, j'ai surinterprété ce que vous disiez. Mais nous, on a parlé de démarchandisation du monde. Aujourd'hui, si vous voulez, vous avez un envahissement du réel par la question marchande, par la publicité, par le fait que de la crèche jusqu'à l'EHPAD, aujourd'hui, ce qui était le cœur des services publics, qui fonctionnait, qui donnait une espèce d'assise, de fondation au pays, est remis en cause par des logiques marchandes. Vous avez eu le scandale que vous connaissez bien dans les crèches, dans aussi un certain nombre d'établissements. Donc nous, on essaye maintenant de donner les termes d'une nouvelle doctrine, d'une nouvelle vision pour le socialisme dans les années qui viennent. Et c'est l'objet de ce congrès, de poser des mots, de poser des idées qui permettront aux socialistes de s'orienter dans l'avenir.
L'Assemblée nationale devait se prononcer en fin d'après-midi, c'est-à-dire en ce moment, en fait, sur le très délicat sujet de ce que l'on appelle la fin de vie, sujet extrêmement sensible. 2 textes étaient soumis au vote des députés, l'un sur les soins palliatifs et l'autre sur l'aide à mourir. De nombreux professionnels de santé sont réservés, on fait part de leur inquiétude, voire de leur désaccord, enfin uniquement d'ailleurs sur la question de l'aide à mourir. Est-ce que vous les comprenez, ces médecins, ces infirmières, ces infirmiers qui disent on nous met dans une situation qui va être extraordinairement difficile à gérer? Alors, je comprends que le sujet soit sensible. Je comprends que le sujet pose un certain nombre de questions. Mais moi, je défends le fait que la loi qui est aujourd'hui proposée au Parlement est une loi équilibrée. Ce n'est pas une loi où c'est fait dans des conditions qui ne sont pas encadrées et régulées. Il y a aussi la volonté d'entendre les Français. Vous savez que plus de 9 Français sur 10 considèrent que c'est un droit supplémentaire et que c'est un droit qu'ils considèrent comme important pour eux. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a entre 2000 et 4000 euthanasies clandestines dans notre pays, que 60% des demandes d'euthanasie qui sont adressées en Belgique viennent de la France. Donc il y a une question sociale, il y a une question de société derrière. Il y a des gens, des familles qui souffrent et qui ont envie d'accéder à cette ultime liberté, et donc, c'est fait dans des conditions qui sont extrêmement claires. Vous savez qu'il faut évidemment recueillir le consentement, que pour la plupart, consentement libre et éclairé, ce qui exclut les maladies neurodégénératives qui pourraient rentrer dans le périmètre. Vous savez que ce sont souvent une auto-administration du sujet. Oui, enfin, pour ceux qui peuvent. Pour ceux qui peuvent. Vous évoquiez le sujet des soignants. Il y a une clause de conscience, si je puis m'exprimer ainsi, qui fait que personne ne sera demain obligé de pratiquer une euthanasie. Donc, on est vraiment dans la... notion de délit d'entrave, par exemple, qui est quand même... Délit d'entrave, c'est logique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous créez un droit, ça a existé aussi pour l'IVG, ça existe pour un nouveau droit qui serait celui-ci. Donc, c'est le corollaire de la clause de conscience. La question, c'est, au fond, ce que certains redoutent, c'est qu'on aboutisse à un droit à mourir avec assistance, donc, qui serait accessible à un nombre croissant de personnes, que ce droit soit ouvert à de plus en plus de personnes. Et à cet égard, en novembre 2024, donc c'est pas très vieux, ça fait 6 mois, lors d'une réunion publique organisée par l'association Le Choix, l'ancien député et professeur de médecine Jean-Louis Touraine, engagé de longue date sur le sujet, disait ceci, je le cite: « Il faut obtenir le plus possible dans la première loi sur la fin de vie, et surtout, une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire qu'on veut étendre ça, parce que dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs, pas les maladies psychiatriques et même pas les maladies d'Alzheimer. Mais dès qu'on aura au moins obtenu une loi pour ceux qui ont la maladie de Charcot, pour certaines formes de tumeurs généralisées, on pourra étendre les choses en disant que ce n'est quand même pas normal qu'il y ait des malades qui y ont droit parce qu'ils ont telle forme de maladie et d'autres qui n'y ont pas droit. Est-ce que le danger n'est pas là ? Alors, écoutez, ça c'est l'argument de la pente fatale, qui est de dire que quoi qu'il arrive, à partir du moment où on met en place un texte avec des garanties, ça va s'étendre de manière continue et sans limite. Non, il y a un Parlement dans ce pays. Il y a un Parlement qui délibère. Et moi, je vous le dis, quand j'entends mineurs, comme vous venez de l'exprimer, quand j'entends des gens qui ont des... Jean-Louis Touraine. Jean-Louis Touraine, comme vous venez de relayer ses propos. Quand j'entends maladies neurodégénératives, en effet, des patients qui sont atteints de maladies neurodégénératives ne sont pas en situation de donner un consentement libre et éclairé. Donc moi, je pense que cet argument de la pente fatale, je l'entends. Mais ce que je dis, c'est que c'est le Parlement qui, souverainement, au nom du peuple français, dit la loi et fait la loi. Donc l'équilibre qui existe dans la loi, c'est un équilibre que je trouve extrêmement clair, avec des délais de réflexion, avec un encadrement, avec la volonté exprimée, avec le fait que la maladie soit à la fois... qu'elles soient des souffrances physiques et psychiques. En effet, les maladies purement psychiques, entre guillemets, ne rentreraient pas dans le cadre de la loi. Donc il y a vraiment un encadrement très précis. Et donc il ne faut pas non plus effrayer les Français en leur disant « Attendez,
si vous faites certains cette pays loi... l'ont fait, pour dépression grave et profonde, par exemple, y compris pour de très jeunes gens. Mais c'est pas l'équilibre que nous souhaitons pour notre pays, et c'est pas l'équilibre qui est mis en délibération aujourd'hui. Alors peut-être que d'autres reviendront, mais moi en tout cas je peux vous le dire, pour aujourd'hui comme pour demain, des mineurs, des gens qui ont des maladies neurodégénératives, ce n'est pas en effet un chemin qui est possible et qui est souhaitable. Il nous reste à peu près 3 minutes 30. Je voudrais qu'on évoque les comptes publics, puisque le Premier ministre ce matin, une nouvelle fois, a dressé un tableau très sombre de la situation de la France à cet égard. Et pour sortir de cette ornière profonde, François Bayrou a l'intention d'élaborer un plan de retour à l'équilibre des finances publiques sur 3 ou 4 ans, a-t-il dit, qui serait présenté au début du mois de juillet. Un effort, a-t-il prévenu, sera demandé à tous les Français, mais il se dit d'ailleurs convaincu que une majorité de Français le soutiendront dans cette démarche. Est-ce que vous êtes prêt, vous, à travailler en bonne intelligence avec le Premier ministre et avec les ministres concernés sur ce sujet? Mais nous, on est toujours prêts à travailler. Il faut toujours réfléchir... Pas de tabou là-dessus. Non, il n'y a pas de tabou pour travailler. Il n'y a aucun problème. On prend nos responsabilités. Ce que je vois en revanche, c'est que depuis des années, on ne nous entend pas sur les pistes de solutions que nous évoquons. J'entendais encore le Premier ministre ce matin évoquer la question de la TVA sociale. Dans le cadre d'une réforme de la protection sociale, du financement de la protection sociale. Tout à fait. Nous, depuis des années, et d'ailleurs le rapport de la Cour des comptes le reprend, nous disons les exonérations de cotisations sociales sur les salaires au-delà de 1,6 SMIC, ça n'a pas d'effet sur l'emploi. Donc là, vous avez une augmentation des exonérations de cotisations sociales qui a atteint cette année 80 milliards d'euros. Vous avez un déficit de 15 milliards d'euros. Ça a quadruplé en 10 ans. Quadruplé. Donc, si le Premier ministre emprunte le chemin de la justice, c'est-à-dire enlever des exonérations inutiles, à la fois économiquement, socialement, pour financer la protection sociale de tous les Français, on pourra le suivre. S'il dit que c'est les consommateurs, et vous savez que les gens qui consomment tous leurs revenus, ce sont les gens les plus modestes, et que donc si c'est par la TVA, et donc par les gens modestes, qu'on finance la sécurité sociale, là nous dirons que ce n'est pas notre chemin. Donc c'est aussi, on est prêt à discuter, on est prêt, évidemment, la question de l'équilibre des comptes publics, elle est importante pour nous, elle est même vitale, et d'ailleurs quand nous étions aux affaires, les comptes n'étaient pas dans cet état-là, mais il faut que les chemins empruntés soient ceux de la justice. Alors il a évoqué également ce matin la question du fameux rapport dont on parle beaucoup sur l'entrisme des frères musulmans, à cet égard, il a dit je n'ai pas envie de faire de l'islam un sujet de fixation de la société française. Je sais que c'est la mode, je sais que ça a probablement du succès. Vous, pour votre part, est-ce que vous trouvez qu'on a donné trop d'écho à ce rapport? Est-ce qu'éventuellement, même vous le trouvez, comme certains le disent à la France insoumise, complotiste ce rapport? Non, moi ce que je dis, c'est que évidemment l'islamisme c'est un sujet de préoccupation. Ce sont des ennemis idéologiques du camp progressiste que je représente. Donc j'ai aucun sujet sur le fait que à chaque fois qu'il faut s'intéresser à ce sujet, que la vigilance soit nécessaire. Bien sûr qu'il y a de la vigilance. J'entends dans le rapport, je lis qu'il y a des choses sur des tentatives d'entrisme chez les élus. Moi je suis sénateur, je suis élu par les élus. Évidemment que tous ces sujets m'intéressent et que je les regarde avec précision. Après, en faire en effet et deuxième point, je vois aussi que c'est un mouvement qui est en baisse. C'est-à-dire que ce qui est aussi évoqué dans le rapport, c'est quand même qu'ils sont dans un moment de fragilité. Pas en Europe, mais quand même dans le cas français, ce qui est quand même assez important. Merci Alexandre Ouizil, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à Camille Néran et Flore Simon pour la préparation. Merci, très bonne soirée.